Je voudrais remercier le professeur Boros d'être avec nous ce soir, d'avoir fait le déplacement, de nous avoir fait l'honneur d'animer cette rencontre. Et je voudrais qu'il me rassure à la fin de la séance. Les urgences de tout ce qui touche le crâne, c'est une urgence pour nous les toubibs, le cabinet. شكون اللي غيشدنا الوالدين شكون اللي غيشدنا العائله غير يتهدنوا بين ما نقلبوا ان enfant. Je pense que vous aurez la baguette magique. Merci beaucoup. Donc voilà, je remercie Sid Daoudi qui m'a donné cette question qui est, je pense, très difficile et qui est complexe, comme tu as dit, c'est complexe surtout vis-à-vis de la famille, de l'enfant. Et je pense le rôle, finalement, je me suis posé, quelle est la place pour le rôle du pédiatre finalement? Parce que finalement, le pédiatre n'est pas neurochirurgien, même s'il est neuropédiatre peut-être, mais un pédiatre, donc voilà. Voilà, je l'ai fait exprès ce matin vers 11 heures du matin. Vous voyez que c'est un sujet qui est riche. Vous voyez sur PubMed, 10 361 papiers sur le Pediatric Brain Traumatic Injury. Vous voyez que c'est complexe. Voilà, ça c'est une revue de littérature ou une méta-analyse qui parle de l'épidémiologie mondiale. Vous voyez que c'est un problème mondial de santé publique. Le traumatisme crânien, c'est le traumatisme le plus fréquent chez l'enfant. Ce qu'on va voir par la suite, le crâne, surtout vis-à-vis des petits et des plus grands par rapport au reste du corps, ce qui fait rapidement, il tombe sur la tête. Voilà, le traumatisme grave, c'est la bête noire, une des premières causes de mortalité et de morbidité chez l'enfant. L'incidence mondiale, pour un peu vous embêter, c'est entre 47 et 280 pour 100 000, avec plus de 3 millions d'enfants par an dans le monde. Voilà l'âge moyen, ça diffère entre les séries, mais retenez qu'il est surtout une... il est où le pointeur? D'accord. Voilà, la flèche. Deux pics entre 3 ans et les adolescents. Les moins de 3 ans, surtout les civis à enfants. Les adolescents, c'est les qui commencent à faire des cascades. Les garçons, c'est au-delà de 3 ans, parce qu'ils sont plus turbulents, ils sont plus curieux. Et voilà, il y a deux pics. Décembre, je pense, c'est en Europe, en rapport avec les skis et tout ça. Mais c'est mai, septembre, c'est la période des vacances. Vous voyez bien que c'est samedi, dimanche, le week-end. Et l'après-midi, la soirée. Et que c'est catif, les parents aussi sont un peu fatigués. Voilà, toujours la zone urbaine. On va voir que Marrakech, il y a un gros problème de moto, aussi dans le tiers-monde. Voilà, les zones urbaines plus exposées que... Voilà l'Afrique, le Maroc, il rejoint parfaitement l'Afrique. Il y a aussi ce problème d'enfants qui sont des piétons et qui sont heurtés par des gens qui ne respectent pas le feu rouge ou bien le code de la route. Si on veut être optimiste, quand même, jusqu'à 90% de tous les traumatismes crâniens, l'imagerie est normale. Seulement une minorité nécessite une intervention chirurgicale et avec une évolution qui est bonne. Mais cela dit parce que vu la fréquence des traumatismes crâniens mineurs. Mais quand même, la mortalité elle reste relativement élevée, 1 à 7% de tout traumatisme crânien de l'enfant confondu. Voilà les mécanismes, vous les savez très bien. Si vous voulez, si on veut faciliter les choses, c'est avant 6 ans. Le principal mécanisme, c'est la chute. La chute, si vous voulez la formule mathématique, c'est racine carrée de G fois H. Ce n'est pas la masse corporelle. Je ne vais pas dire que moi je pèse 100 kg. Lorsque je tombe, j'aurai à avoir plus que l'enfant, ça c'est faux. La chute, il y a des experts qui la mettent à 5 mètres, indépendamment de la nature du sol, du mécanisme. C'est 3 mètres. Les accidents de la voie publique, ça c'est une bête noire, surtout dans les pays en voie de développement. Vous voyez des jeunes adolescents qui font des cascades avec les motos. Il y a des gens qui les appellent les donneurs d'organes en pays développés, malheureusement. Voilà les mécanismes. On va voir les civis à enfants. L'appellation actuelle, c'est les accidents non accidentels. Et surtout la problématique propre à Marrakech, les gens là, mais ils ne font pas le grillage.
soit les escaliers, soit les... On a beaucoup de défenestrations qui sont catastrophiques aux urgences, mais heureusement, la plupart des lésions, ils sont minimes quand même. Voilà, هذا هو le champion عندنا في Marrakech, puisque c'est une ville rouge, et qu'est-ce que personne ne respecte le feu rouge, puisqu'on est une ville rouge. 96 تقول لي مراكشين تقول لي القاتل في الحين. Ça c'est... Mais c'est malheureux, moi je vois j'ai des catastrophes aux urgences. Voilà, on ne peut pas passer, donc c'est le rôle des pédiatres, c'est les civis enfants. L'appellation actuelle, c'est les traumatismes crâniens non accidentels, ça veut dire intentionnels, que ce soit les mouvements on va voir le syndrome de bébé, check-in baby syndrome ou autre. Voilà, c'est un problème mondial qui est la première cause de décès dans les pays développés chez les moins de 2 ans. Je ne sais pas votre expérience, en tout cas, c'est ce qu'il paraît, l'incidence au Maroc elle est faible. Est-ce que c'est vraiment vrai ou faux? Voilà, la majorité des victimes, ils ont moins de 1 an et les 2/3, c'est des moins de 6 mois. Les séquelles sont importantes. La grosse problématique, c'est le diagnostic. Comment faire le diagnostic, bien qu'il faut mesurer le périmètre crânien de façon systématique. Voilà, l'incidence mondiale reste incertaine. J'ai pris seulement les États-Unis, ils s'intéressent beaucoup à ce problème parce que c'est fréquent chez eux. Et vous voyez, c'est presque près de 3 millions qui font l'objet de signalement. Et vous voyez que 20% de ces 3 millions ont confirmé la maltraitance, avec une mortalité globale de 10, qui frise les 11, avec des séquelles, c'est 1 malade sur 4 qui malheureusement garde des séquelles. J'ai pas mis la France, hein. Les pleurs du nourrisson, ça c'est surtout vers l'âge de 6, c'est décrit l'âge de 6-8 semaines, je pense que les néonatologues peuvent me corriger. C'est la principale, le facteur déclenchant. La mère ne peut pas supporter, les jeunes mères célibataires, un contact socio-économique particulier avec les coliques, et les gens ils secouent leur bébé. Le tableau clinique il est très, si vous voulez, non spécifique. Et voilà, donc j'insiste sur l'analyse ou bien sur le paramètre essentiel qui est le périmètre crânien, pour le mesurer devant chaque symptomatologie atypique pour ne pas tomber dans de faux diagnostics de retard psychomoteur, gastro-entérite. Voilà, le dépistage, comme j'ai dit, est difficile. Les éléments sont révélateurs, mais qui, comme vous voyez, sont non spécifiques. Les vomissements, l'irritabilité, léthargie, on va faire des PL. Sauf si on fait un ETF, peut-être si la fontaine n'est pas encore fermée, ou bien un scanner. Il y a aussi, c'est décrit les convulsions. Voilà, ce qui est anecdotique, on peut trouver un examen neurologique normal. Ça, c'est problématique. Vous avez des civis enfants. Je pense qu'au Maroc, ils sont très rares, sauf si je me trompe. Voilà, la physiologie elle est très importante. Donc, on a longtemps cru que si la compliance du crâne de l'enfant, il résiste. Non. Peut-être pour l'hypertension intracrânienne parce que les sutures ne sont pas encore ossifiées. Mais sinon, pour le traumatisme crânien, c'est très grave pour l'enfant parce que vous avez un cerveau qui n'est pas encore totalement myélinisé. Donc voilà, un crâne mince, incomplètement ossifié, des sutures qui sont encore ouvertes, donc la protection elle est moindre. Voilà, le cerveau moins myélinisé. Et ce qui est important, la réponse elle est prolongée. Vous voyez que là, on va le voir par la suite, la réponse pro-inflammatoire, elle est plus exagérée et plus il dure plus longtemps. Voilà, on va voir ce problème de calcium et surtout de calcium et plus ou moins de glucose. Et voilà, la particularité chez l'enfant, c'est pas comme l'adulte. On peut avoir des lésions localisées chez l'adulte, mais l'enfant, il a les lésions primaires si on ne traite pas. Et surtout si le traumatisme il est grave, on aura des lésions secondaires. Voilà, et bien sûr, les troubles et séquelles à long terme, on va les voir, qui sont là et qui sont parfois gravissimes. Voilà, grosso modo, si vous voulez, le traumatisme, il est là. Il y a un problème au niveau membranaire, et surtout les gens, ça c'est une méta-analyse très récente, surtout le problème du calcium. Il y a un afflux intracellulaire de calcium qui est énorme, qui va empiéter sur le métabolisme du glucose, le métabolisme de la mitochondrie. Les ROS que vous voyez, c'est les radicaux libres oxydants qui vont entretenir la destruction cellulaire. Voilà. Donc
on ne peut pas parler de la physio sans parler de la physiopathie. Les lésions primaires, c'est important. C'est l'impact direct du traumatisme et bien sûr, on va voir les lésions secondaires. Surtout tout ce qui est fracture du crâne. Retenez que la fracture du crâne en général, elle est bénigne si on veut dire. Mais il faut faire attention aux nourrissons. Parce qu'il y a une fracture, c'est un facteur prédictif de lésion cérébrale. Une association qui peut vous intéresser, si vous trouvez un céphalématome, il y a une fracture du crâne. Et s'il y a la fracture du crâne, il y a un risque élevé de lésion cérébrale. Les embarrures, c'est plus urgent. Ça requiert en général un traitement neurochirurgical important. Pas en urgence. Voilà, les fractures de la base du crâne, c'est un signe de gravité. Il y a des signes qui peuvent nous orienter. Un hémotampon, un hématome rétrooculaire, orbitaire, une paralysie des nerfs crâniens, surtout ophtalmiques, et des ecchymoses périorbitaires. Bien sûr, autorée, rhinorée, ça nous indique une brèche au niveau de l'étage antérieur. Pardon. Ça, c'est une... Voilà, les hémorragies intracérébrales, surtout l'hématome suddural, qui est très grave, qui est souvent associé à des contusions et des lésions parenchymateuses sévères, qui fait la gravité. L'examen ophtalmo ici est très important pour voir les hémorragies rétiniennes. L'hématome extradural, heureusement chez l'enfant, il est très rare et en général, il est de bon pronostic. Et vous retenez qu'il n'y a pas d'intervalle libre, ce n'est pas comme chez l'adulte. Mais c'est très rare quand même. Voilà, les contusions, comme vous voyez dans ce scanner, les contusions et les hémorragies intracérébrales, ils sont souvent frontales et qui donnent des lésions parenchymateuses secondaires. Ça, c'est qui fait la gravité de ces lésions. Donc, il faut savoir les surveiller après par des IRM pour voir leur évolution. Et bien sûr, cliniquement, surtout vis-à-vis de la scolarité. Voilà, la particularité chez l'enfant aussi vis-à-vis toujours des lésions primaires, c'est les lésions axonales diffuses. Quand même, c'est diffus, c'est tout le cerveau, parce qu'on a dit que c'est un cerveau qui est très immature, très fragile. C'est les cisaillements, étirements des axones qui vont se casser et qui font la gravité des lésions cérébrales chez l'enfant, qui sont souvent multiples et qui sont diffuses. On les voit en séquence T2 en IRM, c'est la jonction entre la substance blanche et la substance grise. Voilà, vis-à-vis, si on veut récapituler, vis-à-vis des lésions secondaires, la bête noire, c'est l'œdème cérébral diffus chez l'enfant, qui peut tuer le malade, soit au début des lésions, soit a posteriori. Vous avez un œdème cytotoxique par l'altération cellulaire, un œdème vasoplégique parce qu'il y a une altération de la barrière hémato-encéphalique. Et les réanimateurs, ils font très attention à la pression artérielle de perfusion cérébrale. Donc toute variation du débit sanguin cérébral, surtout une hypotension, c'est péjoratif chez l'enfant. On va le voir par la suite. Donc comme j'ai dit, le piège, c'est l'œdème cérébral qu'il faut chercher et qu'il faut prévenir si on peut. Voilà un petit mot sur les hématomes suduraux. Donc vous voyez que c'est souvent les sévices enfants, mais on peut voir par des chutes violentes ou bien par un impact, parfois ils sont localisés par un impact direct. Voilà, c'est la lésion la plus fréquente et souvent c'est associé à des lésions axonales diffuses. Il y a aussi ce problème de la répétition du traumatisme, ce qui fait la gravité du traumatisme crânien. Le pronostic il est particulièrement fâcheux si vous voulez, avec des séquelles énormes et une mortalité élevée. Voilà, on est des pédiatres pour ne pas... Je ne voudrais pas dire, il faut faire attention au diagnostic différentiel vis-à-vis de certaines causes qui peuvent donner l'hématome suddural. Je fais allusion à certains coagulopathies, mais ça, la clinique va le montrer, les antécédents, mais surtout l'acidurie glytarique de type 1. Voilà l'évaluation lorsqu'on a un traumatisme crânien, donc aux urgences, qu'est-ce qu'il faut faire? La principale des choses, c'est l'évaluation et le maintien des fonctions vitales. La séquence A, B, C, D, E, ça marche ici très bien. Donc c'est la respiration, la circulation, l'hypotension artérielle. Il faut toujours maintenir parce que la pression de perfusion cérébrale, elle dépend de la pression artérielle. Ça, c'est un facteur pronostic qui est péjoratif. Donc les réanimateurs, ils le savent très bien. Donc devant tout enfant traumatisé, surtout les traumatismes crâniens graves,
l'état hémodynamique, il est très crucial à maintenir. Voilà, si on veut simplifier, il y a 3 étapes. Chiffrer la profondeur du coma, déterminer le niveau d'atteinte cérébrale et rechercher des signes de focalisation parce qu'ils vont imposer un traitement neurochirurgical urgent. Voilà, le score de Glasgow, c'est très discuté, mais il reste toujours valable. Bien. Il y a d'autres scores qui sortent, mais toujours est-il qu'il est très... L'ensemble des équipes, ils l'utilisent toujours. Donc, retenez pour un traumatisme crânien léger, c'est entre 13 et 15. Un traumatisme crânien modéré, c'est entre 12 et 19. Donc, un score de Glasgow inférieur ou égal à 8, c'est un traumatisme crânien qui est grave. Donc vous voyez que le Glasgow qui est toujours adapté à l'enfant, il nous aide toujours dans ce raisonnement, dans cette évaluation. Il y a aussi la durée de la perte de conscience que j'ai trouvé qui peut vous intéresser, bien que parfois c'est controversé, c'est contesté par certains auteurs. Donc retenez que inférieur, c'est bon, entre 30 et 24 heures, c'est modéré. Et au-delà de 24 heures, c'est sévère. Voilà le score de Glasgow adapté à l'enfant en fonction de l'âge. Je passe. Voilà, ça c'est le niveau d'atteinte neurologique, mais retenez qu'il y a 2 présentations, là, 2 tableaux cliniques qui sont péjoratifs, comme j'ai dit tout à l'heure. L'œdème cérébral, lorsqu'il y a l'œdème cérébral, vous avez un tableau qui est grave, une symptomatologie neurovégétative, tachycardie, bradycardie, des pauses respiratoires et des problèmes tensionnels. Et bien sûr, l'engagement, surtout au niveau temporal, ou bien par un hématome, ou bien parfois par incarcération, c'est la mydriase active, l'altération de la conscience, le coma qui s'aggrave, l'installation d'un déficit neurologique. Voilà, toujours dans le même ordre d'idée, pour les signes de focalisation, ils permettent de localiser la lésion. Voilà. Surtout l'examen oculaire, en s'aidant des ophtalmologues, bien sûr, si on peut. Donc, ça nous oriente. J'ai mis ce tableau qui peuvent nous aider. Est-ce qu'il y a des paralysies des nerfs crâniens? Est-ce qu'il y a un myosis serré, une mydriase qui peuvent nous... Un myosis serré, en général, c'est le tronc cérébral. Voilà. Est-ce qu'il y a une rhinorrhée, un hématome du scalp? Un hématome périorbitaire, ça, c'est des signes de gravité. Un hémotampon, une autorrhée. Ça témoigne de la gravité du choc et des fractures de la base du crâne. Si vous avez des céphalées localisées, un torticolis localisé douloureux, des déficits moteurs, des crises, les convulsions en général, ce n'est pas grave, on va le voir, mais surtout sans focaux. Ça, si c'est en focal, c'est un signe de focalisation qu'il faut prendre au sérieux et faire rapidement le scanner. Voilà, vous avez les ecchymoses périorbitaires, presque un nouveau-né, un nourrisson avec un céphalématome, l'hémotampon. Je pense que ce n'est pas clair pour vous, les hémorragies rétiniennes qui sont bilatérales en cas de civis à enfant. Ça, c'est un énorme céphalématome. Il ne faut pas oublier de voir en rétrooculaire. Ça, c'est un signe péjoratif d'une fracture de la base du crâne. Voilà, le contexte du traumatisme, c'est important. Le mécanisme, la violence, chute d'un lieu élevé, comme j'ai dit, au-delà de 5 mètres. La cinétique, le degré de sévérité. Mais il faut garder, c'est un traumatisme crânien, mais il ne faut pas perdre la tête, comme vous avez bien dit. La clinique, c'est important. Les gens, ils insistent sur la clinique. Et sur aussi une période, on va avoir de surveillance de malade. On est gêné par les symptômes, et surtout chez le nourrisson de moins de 2 ans, il faut se donner de surveiller ce malade en intra-hospitalier. Bien sûr, toute suspicion de maltraitance, ça implique une prise en charge, une procédure légale qui est particulière. Donc toujours pour le contexte du traumatisme, le nourrisson, c'est un terrain particulier, surtout les moins de 3 mois, de 6 mois. Si on a une fontanelle bonbonne, si on a une irritabilité, des troubles de conscience qui s'installent ou qui s'aggravent, si vous avez bien sûr des signes de localisation, ça c'est des signes prédictifs, des signes de gravité, des facteurs de risque, si vous voulez, de lésions cérébrales. Donc les choses là, ils sont sérieuses, donc il faut hospitaliser, faire un scanner cérébral en urgence et surveiller le malade. Voilà, la période d'observation ici, c'est plus longue. Il y a en général retenu 4-6 heures, mais on peut retenir le malade pendant 24 heures pour ne pas avoir... Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le risque d'œdème cérébral du fœtus, il y a le risque d'hémorragie secondaire
qui peuvent bêtement tuer le malade. Voilà, l'examen leucorogien, c'est très important vis-à-vis du pli du scalp. C'est très hémorragique chez l'adulte, encore plus chez l'enfant. La palpation, bien qu'il y ait cette composante émotionnelle, l'enfant va crier parce qu'il est stressé. Le céphalématome, comme j'ai dit, est égal fracture du crâne. Embarrure, ça indique un avis neurochirurgical urgent. Et bien sûr, une fracture du crâne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un facteur prédictif de lésion cérébrale. Voilà. Dans ce raisonnement, il faut toujours tenir compte de l'âge et surtout du nourrisson qui sont un terrain particulier. La localisation de l'hématome, c'est important. Retenez qu'au niveau frontal, c'est pas grave. Mais surtout temporal, pariétal, si on a un hématome, surtout lorsqu'il dépasse 5 cm, c'est péjoratif d'une lésion cérébrale, ça témoigne que le traumatisme a été grave. Voilà les lésions associées qu'il faut chercher, bien sûr, surtout s'il s'agit d'un polytraumatisme, ou bien le tableau il est grave. Surtout rachidinés, ils sont rares, surtout dans le contexte de polytraumatisme. Thoraco-abdominal, il aggrave le pronostic. La contusion pulmonaire va gêner le travail du réanimateur vis-à-vis de la ventilation mécanique. Et les lésions abdominales, surtout les contusions, parce qu'on peut avoir des ruptures de rate, des fractures au niveau du foie. Osseuses, en général, ils sont banales, mais le pronostic fonctionnel qu'il faut. Il ne faut pas oublier ici les yeux, examen ophtalmique, surtout si le traumatisme est violent. Ça, c'est les vomissements, les céphalées, les convulsions, en général, ça nous gêne en tant que pédiatre, en tant que neurochirurgien, mais retenez que leur signification, elle est controversée. Ça ne veut rien dire. La perte de connaissance, elle est très, très, très prolongée, oui. Il y a des gens qui se disent même 30 minutes, ce n'est pas péjoratif, parce qu'il y a un choc vagal de la douleur du traumatisme qui peuvent donner Il y a aussi dans les traumatismes mineurs ce qu'on appelle la commotion cérébrale, ou bien in English concussion. Ça peut donner ça. Donc ça, c'est une signification controversée. Je pense je peux surprendre quelqu'un d'entre vous. Même ici, l'existence de ces 4 paramètres n'implique pas une TDM en urgence si la clinique est rassurante. Voilà certains indices vis-à-vis des traumatismes crâniens accidentels et non accidentels. Si vous voyez que les hémorragies rétiniennes, ils sont bilatérales en cas de civis à enfant alors qu'ils sont unilatérales. Vous avez dans tout ce qui est civis en général des convulsions. Vous avez des hémorragies intracrâniennes sans fracture du crâne. Ça, c'est vis-à-vis du pédiatre pour faire la part des choses. Voilà, le traumatisme d'emblée grave, lorsque vous avez un score de Glasgow inférieur à 8, parce que vous avez des troubles de conscience, des troubles hémodynamiques et ventilatoires, des signes neurologiques qui sont focaux. Et mineur, voilà, lorsque vous avez une conscience qui est normale, un Glasgow qui s'approche du 15, aucune anomalie à l'examen neurologique, et bien sûr aucun signe évocateur de fracture du crâne. Comme j'ai dit, la fracture du crâne, c'est un signe prédicteur de lésion intracérébrale. Mais faites attention surtout à une fracture du crâne, surtout au niveau basilaire, à une embarrure qui requiert un avis neurochirurgical urgent, une plaie pénétrante, et surtout faire attention, je le dis toujours, aux nourrissons. C'est un terrain particulier, parce qu'on peut avoir un examen qui est normal, mais qui risque de s'aggraver par la suite. Donc ici, les indications ils sont plus larges de la TDM cérébrale. Voilà, parfois la problématique elle est là, on ne peut pas dire c'est bénin, on ne peut pas dire c'est grave, on ne peut pas. Donc, attitude de vermeil, une surveillance se justifie. Des vomissements qui se répètent, des céphalées, surtout qui sont résistantes aux antalgiques, une perte de connaissance initiale, surtout si elle est prolongée. Un enfant, d'après les parents, le comportement n'est plus le même avant et après le traumatisme. S'il a une convulsion initiale, et bien sûr, l'hématome, il est large. Si l'hématome est large, comme je dis, il dépasse les 5 cm, ça, c'est un signe prédicteur de lésion intracérébrale. Voilà. Ça peut vous intéresser, fait par des experts français. Ça, il raisonne en fonction de l'âge, moins de 2 ans et plus de 2 ans. Et surtout, il raisonne en fonction des facteurs de risque
Est-ce qu'il y a des hauts facteurs de risque, embarrure, fracture de la base du crâne et d'autres qui sont relatifs, les vomissements, les pertes de connaissance. Voilà, pour la prise en charge préhospitalière, on n'est pas des réanimateurs, c'est l'affaire des réanimateurs, mais j'ai mis quelques notions. Moi, je pense que la problématique au Maroc, c'est le ramassage, surtout en cas d'accident de voie publique. Le SAMU adapté à l'enfant, je pense qu'il n'est pas encore fonctionnel au Maroc. Donc, rechercher et traiter les signes de détresse vitale immédiate. Les deux facteurs majeurs de pronostic défavorable, c'est l'hypotension artérielle et c'est l'hypoxémie. Donc, rapidement, il faut lutter contre ça. Et bien sûr, sur le Glasgow inférieur à 8, c'est l'affaire de la réanimation pédiatrique avec intubation, ventilation systématique. Toujours à penser à des lésions qui peuvent emporter le malade, surtout une lésion du rachis cervical. Voilà, lorsqu'on a un traumatisme crânien grave, c'est le maintien des grosses fonctions vitales, stabilisation de le malade et surtout, j'insiste sur ici en bas, il est haut la flèche ici. Voilà, le monitorage. Actuellement, il faut monitorer la pression intracérébrale, ça c'est très important, c'est péjoratif comme j'ai dit. Voilà les nouvelles guidelines qui sont très adaptées, vous voyez ici en 2023. Il y a des thérapies primaires, secondaires et même tertiaires. Surtout, j'ai mis ça exprès pour vous embêter un petit peu. Lorsque la chirurgie est requise, c'est en urgence, surtout les embarrures, des hématomes à évacuer. Ça, c'est l'induction vis-à-vis de l'anesthésie. Et toujours le monitorage de la pression de perfusion cérébrale. Ici, herniation patoyée, c'est pour les engagements. Parce qu'en engagement, il faut un avis neurochirurgical en urgence. Donc, en fonction de l'évolution, il parle aussi les gens d'une hypothermie en cas de... On peut même répéter ici, si vous voyez ici, c'est l'évolution pour les traumatismes crâniens graves. On peut répéter le scanner pour voir l'évolution des lésions. Toujours prendre un avis neurochirurgical, un deuxième ou un troisième. Et bien sûr, la stabilisation des malades, l'hypothermie, les barbituriques, etc. Voilà, ça peut vous intéresser, c'est la surveillance des malades qui paraissent normaux, rassurants, avec une TDM qui est rassurante ou bien normale. Mais il faut faire attention pour un âge inférieur à 3 mois. Lorsque la persistance, ou la perte initiale de conscience est supérieure à 5 minutes, lorsque vous avez un hématome qui est large, des vomissements répétés, des céphalées aussi, si vous avez des crises convulsives, il y a aussi par les gens de, c'est pas ce que vous voyez par la chaise en bas, les conditions, lorsque les conditions familiales sont précaires, le contexte familial n'est pas rassurant, il faut savoir hospitaliser le malade pendant quelques heures, sinon pendant 24 heures, pour ne pas avoir ce œdème diffus cérébral qui peut tuer le malade. La radio du crâne, exprès je l'ai mise, mais je peux vous dire facilement à oublier. Actuellement, elle est très remise en question. La seule petite indication, c'est la suspicion de maltraitance, mais je pense qu'on va aller vers le scanner. N'oubliez pas que c'est un examen qui est irradiant, bien que les gens, le seul avantage par rapport au TDM, moins irradiante. Il y a malheureusement des études bien faites qui ont montré que le fait de faire un seul scanner chez l'enfant, il expose à des cancers par la suite. Ça peut vous surprendre. Un seul scanner, je ne dis pas des scanners répétés pour des enfants qui ont opéré pour des tumeurs cérébrales. Un seul, il y a le risque que la TDM, quand même, on va la voir, elle est très irradiante. Donc c'est l'examen de référence en urgence, parce qu'il voit les lésions initiales. L'IRM, il a l'indication par la suite, après un mois, après une année, après ça dépend du contexte. Mais le gros problème, comme j'ai dit, c'est l'irradiation. Mais lorsqu'il faut la faire, il faut la faire. Voilà les indications, je pense on va se répéter lorsqu'il y a des signes de gravité, de lésion cérébrale, de traumatisme qui est grave. Voilà, pardon. C'est pas ce que vous voyez ici, les fléchettes, c'est l'œdème cérébral. L'œdème cérébral, reconstitution tridimensionnelle, une plaie au niveau pariéto-occipital. Ici, c'est les foyers de contusion cérébrale, comme j'ai dit, c'est souvent frontal et c'est très méchant. Alors, ils peuvent disparaître, mais bonjour les dégâts, bonjour les lésions parenchymateuses. Un hématome ici, au niveau pariéto-temporal.
Un hématome extradural, ici, mais c'est très rare, retenez que c'est très rare. En général, de bons pronostics au prix de, bien sûr, d'une évacuation rapide. L'hématome subdural ici, pardon. Avec un effet de masse ici. Voilà la fracture qui est ici, on voit l'hématome ici. Voilà lésion, le bilan associé en cas de maltraitance, ça dépend du contexte, l'échographie surtout, abdominale. Il faut savoir, ça c'est très important, répéter les examens. Il faut savoir répéter en fonction du contexte. L'examen ophtalmologique, il ne faut pas l'oublier. Voilà, ça c'est des scores qui sont relativement anciens, mais qui restent valables et qui sont très utilisés dans la littérature. Il y a un score catch canadien, Calais ou la Chalice, c'est britannique, Pécarne, c'est français. Vous voyez ici même, on peut s'en passer du scanner ici. Ne pas faire, voilà si vous arrivez à lire. Si l'enfant est rassurant, c'est les moins de 2 ans, il n'y a pas de signe de traumatisme grave. Si l'état de conscience est bon, c'est l'examen clinique est normal, il n'y a pas de signe de signe neurologique en foyer. Voilà l'épilepsie, un petit mot. Docteur Badou, tu me déranges. Hein? Vous me dérangez. Il me reste 3 minutes. Pour l'épilepsie post-traumatique, je l'ai mis exprès, parce qu'il y a beaucoup de problèmes mais surtout vis-à-vis des pédiatres. Donc vous voyez qu'il y a un risque plus élevé par rapport à la population générale. Mais la gravité et le risque, il est surtout lié au mécanisme et à la gravité du traumatisme. Et surtout les civis enfants qui sont les plus pourvoyeurs de lésions et un facteur de risque potentiel pour l'installation d'épilepsie chez l'enfant. Voilà les principaux facteurs de risque, c'est les nourrissons de moins de 2 ans. Lorsque vous avez un hématome subdural, retenez l'hématome, c'est très méchant. Lorsqu'il y avait une hypotension au début et ça a pérennisé, on n'a pas corrigé rapidement. Et bien sûr, lorsque l'enfant est maltraité. Voilà, c'est une étude très récente, métalyse très récente. Voilà, vous voyez ici qu'elle a pris tous les études faites à l'échelle mondiale sur l'épilepsie post-traumatique. C'est presque 1 244 000. Vous voyez que le pourcentage, c'est quand même 0,83, c'est pas beaucoup. Mais surtout, les principaux facteurs qu'ils ont trouvés, c'est les enfants de moins de 5 ans, lorsqu'il y avait une perte de conscience prolongée, lorsqu'il y avait des complications au cours de la réanimation, surtout neurologique, et lorsqu'il y avait des hémorragies, que ce soit arachnoïdiennes, sudurales, extradurales. Ça, c'est des facteurs de risque importants. Voilà les séquelles à long terme. Vous êtes des pédiatres, bien sûr, on est des pédiatres, on le sait très bien. Mais surtout, faites attention aux comorbidités. Les auteurs, tu connais déjà شي حاجة, déjà هو عنده مشكل difficulté scolaire ou autre, TG traumatisme. Il ne faut pas mélanger les choses, il insiste là-dessus. Ça, c'est pour vous faire plaisir. C'est ma dernière, presque ma dernière. Vous voyez, c'est 2023. J'ai trié seulement trois méta-analyses. Vous voyez, soit il parle de la qualité de vie à long terme, soit il parle du problème à l'adolescence, soit après 15 ans. Ils sont même allés en prison pour voir est-ce qu'ils avaient des traumatismes crâniens lorsqu'ils étaient enfants. Et croyez-moi, ils ont trouvé Et pour faire plaisir à mon maître Sibou Skraoui, qu'il ne m'entend pas, parce que la neuro, il insiste beaucoup sur la neuro-réhabilitation précoce, l'accompagnement des enfants, surtout l'intégration, je pense, moi, vis-à-vis de notre contexte marocain, c'est l'intégration scolaire vis-à-vis des enfants, surtout les traumatismes graves de l'enfant. Ça, je l'ai fabriqué lui-même, vous pouvez la critiquer. Le rôle des pédiatres, finalement, c'est faire attention aux civis à enfants, faire attention à des signes d'alerte qui peuvent attirer l'attention. La TDM au moindre doute, mais sans être très, très large. Et l'accompagnement, vous avez parfaitement dit l'accompagnement des familles. Voilà, je vous remercie. Merci, cher maître, professeur Brousse, d'avoir traité un sujet aussi difficile. Bravo pour cet exposé très clair et net. La parole est à la salle si vous avez des questions.
Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voudrais juste insister sur les moins de 3 mois. La cause la plus fréquente du traumatisme crânien, c'est l'accouchement. Parce que je gère dans le service une quarantaine de patients avec embarrure chaque année. Avec embarrure, avec des hématomes parenchymateux, des extraduraux, des sous-duraux. Et le pronostic est catastrophique. C'est la principale cause. Maintenant, on reçoit 2-3 patients qui viennent de chez eux avec des hémorragies cérébrales, mais le grand problème, c'est l'enquête pour savoir est-ce que ce sont des sévices ou pas. Parce que souvent, tout le monde nie. Il vous dit, ah, il est tombé, non. Quelqu'un l'a secoué, non. Mais en fait, l'enfant vient avec des lésions, un œdème cérébral majeur, parfois même des hémorragies cérébrales. Vous n'avez pas de dyscrasie, vous n'avez aucun contexte qui l'explique. Vous avez un enfant qui a des lésions graves. Donc les sévices, c'est très difficile. Il faut vraiment prendre les choses avec les pincettes. Mais la cause majeure chez les moins de 3 mois que je gère en tout cas, c'est l'accouchement. Merci beaucoup. J'aurais dit, j'ai fait une bêtise, j'aurais dit que le nouveau-né, excusez-moi. Le forceps, il est toujours là ou là? Oui. Forceps, Le forceps, rarement. Mais au fait, la ventouse, les dégâts sont faits avec la ventouse. Et parfois même sont les expressions et tout ce que vous voulez. Moi, j'ai un gynécologue qui est très forceps. Je travaille avec un gynécologue qui est... Non, très forceps, mais avec de bonnes règles de forceps. Et on n'a pas beaucoup de dégâts. On a des petites lésions superficielles, mais jamais de traumatisme crânien sévère. Mais c'est quelqu'un qui a appris à faire ça. Il continue à le faire, mais dans de bonnes conditions. C'est des enfants que j'ai suivis. Je travaille avec lui depuis 30 ans. J'ai vu des enfants nés par forceps. Non, c'est vraiment un expert. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, il est le seul. Je travaille avec beaucoup de gynécologues. Il est le seul à le faire, mais dans de bonnes règles. Et on a suivi des enfants, même à long terme, il n'y a pas eu de problème. Ces dernières années. Et ce qui est extraordinaire également, c'est la grande plasticité cérébrale du nouveau-né. Parce qu'il y en a pas mal qui s'en sortent à court et à moyen terme. Maintenant, certes, il faut les suivre à long terme pour voir ce qu'ils feront de la commercialité, ce qu'ils feront des problèmes cognitifs, etc. Mais il y a une grande plasticité cérébrale lorsqu'ils sont pris en charge initialement, rapidement. Ils évoluent bien. Merci professeur pour cette présentation aussi claire qu'intéressante. Parmi les indications d'imagerie dans votre présentation, ça ne figure pas la perte de connaissance initiale. Alors que dans notre pratique quotidienne, on a du mal à ne pas demander l'imagerie, surtout si un nourrisson, un enfant qui a présenté une perte de connaissance initiale, parce que ça témoigne toujours d'un traumatisme sévère. Donc on est toujours inquiet de passer à côté d'une urgence ou une complication. La perte de connaissance initiale, là, n'est pas un facteur, il faut la voir avec d'autres paramètres. La perte de conscience, il y a certains auteurs m'utilisent même 30 minutes, ça ne veut rien dire si la clinique est normale, si l'enfant il se réveille, il est bien. On a toujours peur. Oui, c'est ça, oui. Il a bien dit, vous l'avez bien dit au début, c'est ça le problème. Et puis l'aspect, on est à l'ère des médecins en prison, l'aspect médico-légal. Puis j'ai oublié de le dire. Les parents, les scanners, tu vas le faire, je pense, vous allez faire le scanner. C'est la pression des parents. Tu dis, j'ai à la clinique ou à l'hôpital pour faire le scanner, mais si tu ne parles pas avec le médecin. Donc, avec ceux, vous avez parfaitement raison. C'est que le jeune résident, le jeune interne sont trop larges dans l'imagerie aux urgences. Moi, je le remarque avec les suspicions de méningite et tout ce qui est neurotraumatologie, et n'observe plus la sémiologie de base, parce que même les jeunes radiologues aussi, derrière, résidents de radiologie, un oui, un non, l'imagerie est faite. Donc ça, normalement, ça c'est bon, en théorie, oui. Mais en pratique, moi je vois énormément d'imagerie à l'hôpital d'enfants chez nous, inutiles, irradiantes, etc. Donc il y a deux cas particuliers. Il y a le cas des enfants qui ont convulsé initialement. Donc voilà, qu'est-ce que tu as vu?
On regarde dans la littérature, Mounir, qu'est-ce que tu as vu pour le traitement prophylactique? Et puis, les traumates crâniens avec rhinorrhée, autoragie, etc. Donc, par la suite, c'est des enfants à observer et avoir des IRM avec des coupes coronales pour ne pas passer à côté de la brèche ostéoméningique. Bien sûr, la vaccination est vérifiée contre le pneumocoque. Le traitement prophylactique, qu'est-ce que tu as vu? Rajouter la question. Le traitement prophylactique, c'est indiqué pour les... J'ai mis tout à l'heure, lorsqu'il y a des facteurs de risque pour les traumatismes crâniens graves, parce que surtout l'enfant, il fait des états de mal épileptiques. Pour les petites convulsions, non. Mais c'est très controversé. Mais les gens, ils sont larges. Parce que les enfants vont convulser initialement parce qu'il y a de l'œdème. Voilà, exactement. Donc après, est-ce que pour laisser ces enfants sous traitement, ça pose énormément de problèmes, question d'école, de tendance? Pour les traumatismes crâniens graves, les gens presque unanimes, c'est à vie. Mais qu'il y ait un petit consensus, lorsqu'il y a plus de crise, lorsque l'enfant s'améliore, on peut réduire les doses à moitié. Il parle aussi d'échappement vis-à-vis de... Il parle beaucoup de la finitude quand on n'a pas le dilantin au début. Il parle d'un échappement à la fameuse dépakine-valproate sodium. Il parle que peut l'enfant faire des spasmes par là. Il parle beaucoup de lévétiracétam. C'est très recommandé, ce que j'ai trouvé, c'est très recommandé. Je ne l'ai pas mise pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi exprès j'ai mis les 3 diapos sur l'épilepsie post-traumatique, parce que vis-à-vis de... Mais c'est pourquoi il faut qu'il soit critérié, parce que l'épilepsie post-traumatique aussi, il y a tout un débat sur... voilà. Je pense même une journée... On peut faire une journée sur l'épilepsie post-traumatique et ne pas résoudre le problème. Merci, professeur Mounir. Je pense que la prévention est aussi importante en cas de traumatisme crânien pour prévenir les accidents domestiques. Est-ce que dans votre pratique, quand il y a un traumatisme crânien, au retour à domicile, vous donnez une fiche de surveillance aux parents en leur expliquant, parce que s'il vient aux urgences, on dit vous n'avez rien, et normalement la surveillance doit être quand même rapprochée 24-48 premières heures s'il rentre à domicile, sur le plan médico-légal et sur le plan... On donne le papier d'urgence. En général, les neurochirurgiens, ils le voient dans... Ça dépend des cas. 24-48 heures, ils le revoient. Il y a certains patients qui restent aux urgences, parce que souvent, il n'y a pas de place en neurochirurgie. Ils restent aux urgences, aux surveillances, jusqu'à ce qu'ils nous donnent l'aval, les neurochirurgiens. Et puis, c'est eux qui font le suivi. S'il n'y a plus de questions, on va lui dire bravo. merci beaucoup, professeur.